En 2003, une fouille préventive associant l'INRAP et le département de la Seine-Saint-Denis et précédant la construction d'un bâtiment d'hôpital permet de mettre au jour à Bobigny un cimetière celte du IIIe siècle avant notre ère. Parmi les 515 tombes découvertes, on dénombre 8 guerriers porteurs d'armes et une tombe atypique, celle d'un individu jeune, inhumé dans les années 200-180 avant notre ère, avec son bouclier, mais sans épée ni lance. Comme toujours, seul subsiste l'imbeau, le renfort métallique central destiné à protéger la main du combattant, les parties en bois et en cuir du bouclier s'étant décomposées. Alors c'est paradoxal, mais les archéologues collectionnent les imbeaux depuis en gros un siècle et demi, et, sauf 2 exemples, on ne sait pas à quoi ressemble exactement un bouclier gaulois. Donc là en fait on est face à un plateau de bouclier gaulois, sa restitution. On est face d'abord à une couche de cuir, qui est une couche de cuir non tannée. Au demeurant, cette couche de cuir, elle vient servir de renfort à un plateau en bois qui est constitué de bandes de bois, de lamellés collés en bois. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on va créer du coup face à l'ennemi un panneau mobile, mais pour qu'il soit mobile, il va falloir qu'on puisse le tenir. Donc, ça va être le rôle de barre qui est ici, au niveau de la surface du plateau, et qu'on va appeler le manipule. Mais évidemment, si on a la main à ce niveau-là, là c'est extrêmement dangereux et on ne peut pas protéger sa main. On va donc devoir trouver une solution pour rigidifier le plateau tout en protégeant la main. C'est pour ça qu'en fait on va avoir une pièce de bois, qu'on appelle la spina, qui est la colonne vertébrale du bouclier, qui est creuse, donc qui va permettre de venir loger la main et qui va s'ajuster sur le plateau de façon à créer cet renfort, cette colonne vertébrale qui permet de tenir l'ensemble. Ceci dit, comme on a évidé la spina, on est là face à une faible épaisseur de bois. Résultat, une lance, y compris une lance de démonstration avec un bout protégé, est tout à fait capable de rentrer. Du coup, on va devoir venir, et ça c'est la grande nouveauté du IIIe siècle, protéger cette surface pour assurer la sécurité de la main du guerrier. On va donc faire appel à ce que les Gaulois savent le mieux faire, la tôle de fer, qui va permettre de venir protéger la main du guerrier. Il existe une grande variété d'imbeaux, qu'ils soient bivalves ou d'une seule pièce. La plupart sont munis d'ailettes qui viennent fixer l'imbeau au plateau du bouclier par 2 rivets. Taille et forme ont fortement varié au cours du temps. Lors du nettoyage préliminaire de l'imbeau, les ailettes, fragilisées par la corrosion, se sont détachées de la partie centrale et se sont brisées en plusieurs fragments. Ce que cherche le restaurateur sur les parois de l'objet, ce n'est plus le bois ou le cuir, mais l'empreinte de ces matières organiques moulées par la corrosion. La rouille, qui s'est développée à partir de la plaque de tôle de l'imbeau, a progressivement colonisé les pores du cuir et les fibres du bois, avant leur disparition totale. Ces empreintes, si elles existent, peuvent permettre de déterminer l'essence du bois et la forme des planches utilisées. Donc voilà, là on a le bois qui commence à apparaître sous la terre, les grains de sable. Comme c'est très très fragile, on est souvent obligé de consolider en cours de nettoyage. Donc je consolide avec une résine acrylique qui est réversible, ce qui permet, si on a besoin de réintervenir dessus, de pouvoir l'enlever facilement. Après une première phase de restauration des ailettes et recollage des fragments, les chercheurs s'interrogent sur les suites à donner à l'opération. La coque, la partie centrale de l'imbeau, n'a pas encore été nettoyée.
Elle est toujours dans sa gangue de terre avec les os du mort. Parce que notre problème, ça va être de comprendre comment on tient tout ça. C'est-à-dire comment vient s'articuler le manipule, la petite barre de bois qui va permettre de tenir le bouclier, par rapport au reste. Et ça, pour le moment, on n'a pas l'impression de l'avoir. Là, c'est normal qu'on ne l'ait pas parce que le manipule va se trouver ici, en dessous, à ce niveau-là. Là, il est vraiment monté en voilà. limite Oui. du... Et tu as observé plusieurs couches de bois minéralisé ou globalement c'est un seul tenant? Non, c'est d'un seul tenant. Là, sur la coupe que l'on a ici, on voit bien, c'est bien... C'est un seul élément en bois. Ouais. Voilà, ici. Maintenant, on a deux choix. Soit on avance plus loin le nettoyage, soit on se donne un peu de temps et on le ramène à l'hôpital pour essayer d'avoir un scanner. L'idée étant juste, d'une part, de lire un peu mieux ce qui se passe par là en termes de couches successives, et puis peut-être de faire un peu le ménage là-dedans aussi. Oui. Parce que là, il y a peut-être quand même la chance d'avoir un peu de matière pour le manipule, peut-être. Le scanner permet une vision tridimensionnelle de Limbo à l'intérieur de sa gangue de terre. De part et d'autre de la coque, les ailettes sont maintenues en place par le boîtier de transport. L'archéologue cherche l'image possible du manipule disparu sous la forme d'une variation de densité qui en serait la trace fantôme. La détection de cette forme va permettre de conduire au mieux le nettoyage de la coque de Limbo et peut-être de mettre en évidence les traces de ce manipule. Donc ce qu'on cherche à voir, c'est les traces de bois, le plus clair, c'est les traces de fer. Et ici, dans la masse, là, on va voir apparaître une différence de densité, qui est quelque chose de légèrement plus gris, et qui va correspondre à la trace du manipule, donc la barre qui permet de tenir, de manipuler le bouclier. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au demeurant, l'empreinte correspond aussi aux zones de rupture dans le métal de la coque de Limbo, et évidemment s'aligne avec ce rivet-là ayant bougé. En fait. Malheureusement, malgré les précautions prises par le restaurateur, aucune trace du manipule ne pourra être mise en évidence. Par contre, la poursuite de la restauration des ailettes va permettre de formuler de nouvelles hypothèses. Globalement, en fait, ici, les espèces de bombements, de différence d'épaisseur, c'est uniquement des problèmes de corrosion? Non. Ici, là, c'est un problème de corrosion. Mais ici, là, et cette pièce-là, là, ce sont des réparations. Tu vois, on voit bien ici. Là, pour l'instant, je ne peux pas dire si c'est un rivet ou si c'est une corrosion du métal. Mais ce sont des réparations, parce qu'on peut le distinguer assez facilement de ce côté-là, tu vois. Oui. Là, on a une pièce rapportée ici. D'accord. Probablement une ici aussi. Donc du coup, on est plutôt sur l'idée d'un bouclier qui aurait servi. Ou ça peut être des réparations liées à la fabrication un peu rapide d'une tôle, ça on n'en sait rien en fait pour le moment. Pour l'instant, d'accord. On n'en sait rien. Non. Le restaurateur affine le décapage de Limbo afin de mieux comprendre quelles réparations ont été effectuées par les Gaulois sur la tôle de fer.
Donc là, on est sur l'intérieur de limbeau, Oui. en fin de restauration. En fin de restauration, là, tous les traitements de nettoyage sont terminés. L'intérêt par rapport aux phases précédentes du travail, c'est que maintenant, l'hypothèse de la réparation, c'est plus une hypothèse, on voit les réparations. Là, c'est plus du tout une hypothèse, oui, c'est nettement visible ici. Donc là, on a une pâte qui a été rajoutée qui se continue sur la coque. Pareil de ce côté-là. Là, on a une autre pâte de renfort ici, avec son rivet, qui se continue ici, qui est masquée par les traces organiques. Là, on a une autre pâte, donc avec un rivet, et au niveau de la coque de limbeau, là, on a un cisaillement assez important. Voilà. Et toi qui as restauré pas mal de limbeaux de bouclier, qu'est-ce que tu dirais de toutes ces réparations? Jusqu'à présent, je n'ai pas vu de limbeau de bouclier réparé. Donc c'est le premier que tu vois avec toutes ces réparations. Oui. Là, on a quelque chose qui a été fortement réparé, rechoqué visiblement après la réparation. Oui, oui. Là, c'est pas imaginable que ça a été fait en une seule fois. D'accord. Il y a beaucoup trop de réparations. Donc on est dans la situation d'une coque et de ses ailettes qui vont prendre des chocs successifs et qu'on va quand même conserver, qu'on va réutiliser. Oui. C'est extrêmement intéressant parce que cet objet est trouvé sur un individu jeune, donc on ne peut pas penser que c'est sa vie aventureuse qui a amené le bouclier à être extrêmement utilisé. Donc aujourd'hui, on se demande si ce bouclier n'est pas plutôt un bouclier ayant servi à l'entraînement. Le dernier enjeu, ça va être maintenant d'avoir suffisamment d'éléments pour demander à un forgeron de reforger un limbeau pour pouvoir travailler avec des expérimentateurs sur la mise en mouvement de cet limbeau. Là, la question maintenant va être très simple, c'est est-ce que en travaillant des gestes d'entraînement, on produit des atteintes sur limbeau de même type que celles qu'on a observées en restauration.